beaucoup. Merci Maude. Merci à l'accompagnateur pour cette invitation ce soir. Donc, si vous me permettez, je vais partager mon écran. Voilà. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Parfait, merci. Donc, écoutez, merci d'être là ce soir en si grand nombre. Merci à ceux qui nous écoutent aussi en rediffusion. Donc, ce soir, en 30-40 minutes, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible sur les enjeux légaux qui entourent le passage à 18 ans des enfants différents pour s'y retrouver. Comme le disait Maud, je suis Maître Joanie Lalonde-Picharski, je suis notaire et ma pratique se consacre uniquement aux parents et aux proches aidants qui accompagnent un enfant mineur ou majeur ou qui est en transition vers la majorité pour tout ce qui est légal. Donc ce soir, je vous propose trois grands thèmes. D'abord, les impacts légaux du 18e anniversaire. Ensuite, on va regarder ensemble les différents véhicules légaux de représentation et de protection. Puis, on va terminer avec les démarches aussi, puis les outils. Je vais essayer de vous faire un résumé de tout ça. Et comme Maud le disait, à la toute fin, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Donc, les impacts légaux du 18e anniversaire, oui, il y a des changements, oui, c'est une transition, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que c'est la fin de la tutelle légale des parents. Parce que comme parents, que ce soit par la naissance ou par l'adoption, bien, on est tuteur de notre enfant mineur jusqu'à 18 ans. Donc, le nouvel adulte qui a 18 ans, jusqu'à preuve du contraire, est considéré comme apte au niveau de la loi. Euh, Quelque chose d'autre qui change, c'est vraiment au niveau des programmes pour enfants qui cessent. Donc, c'est vraiment le début de la vie adulte qui débute. J'ai mis des photos ici, c'est des personnes, c'est des mamans que je connais, avec qui je collabore depuis des années, parce qu'il n'y a rien comme les parents pour savoir ce que c'est. Donc, je veux souligner que oui, comme notaire, j'ai beaucoup de connaissances juridiques, mais les connaissances sur le terrain, c'est vous, les parents, qui les avez. Et je m'inspire beaucoup de vous pour agrémenter là, les présentations que je fais pour que le tout soit aussi pratico-pratique. Donc, passer du monde de l'enfance au monde adulte, ça implique beaucoup de changements. Comme je disais, avant 18 ans, le parent, c'est le tuteur. C'est aussi le répondant légal de l'enfant. Vous savez, c'est le parent qui signe le bulletin. C'est le parent qui va pouvoir faire des choses administratives pour son enfant. Mais là, on a dit qu'à 18 ans, toute personne est présumée apte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que seul au Québec, un tribunal peut déclarer une personne inapte à s'occuper de sa personne, à gérer ses biens, puis à exercer ses droits civils. Sauf que vous pourriez peut-être me poser la question, oui, mais dans la nuit du 17 au 18 ans, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change? Souvent, l'enfant va se réveiller le matin, il va avoir sa même routine, il va manger la même chose au déjeuner, mais de façon légale, ça a changé. Euh, L'arrivée du 18 ans, ça implique tellement de changements que j'avais même fait un guide maison pour aider les parents qui avaient pas grand-chose, je trouve, pour les aider au niveau du 18 ans. Le guide est devenu un livre. Euh, Parce qu'en fait, ce que je réalise, c'est que l'inaptitude, c'est sûr que ça peut arriver hein, au cours de la vie. Puis on est tous, on n'est pas à l'abri de l'inaptitude. Vous savez, vous et moi, ça peut être une maladie dégénérative, l'Alzheimer, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânio-cérébral. Vous savez, on est humain. Euh, donc, l'inaptitude peut survenir au cours de la vie, mais elle peut aussi être déjà là, si on veut, de naissance, dès la naissance, comme par exemple une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une maladie qui peut causer des problèmes au niveau du développement, au niveau cognitif. Mais dans la loi, tout est un peu mis
dans la même section. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là, je veux absolument vous parler et je profite de l'occasion pour saluer Boris Maillé-Saint-Onge qui est avec nous ce soir. Je veux vous parler tout de suite, mettre la table en vous parlant, vous partageant une plateforme exceptionnelle qui unit l'expertise des professionnels, l'expérience des parents. C'est une plateforme qui s'appelle un site web Cap 18 ans. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez, j'ai mis le lien, allez voir ça. C'est une mine d'or d'informations pour les parents aidants, pour les proches, toutes les démarches. Il y a une boîte à outils. Et je vous invite aussi fortement à aller regarder en rediffusion la conférence de Boris sur le passage à 18 ans aussi au niveau pratico-pratique et de consulter aussi la plateforme qui est vraiment géniale. Donc, au niveau du cadre légal, j'aimerais mettre la table avec vous en vous parlant de certaines mesures de représentation qui existent au Québec dans notre droit civil. Puis je vais essayer le plus possible de vous donner les informations de tous ces concepts-là pour voir, mais qu'est-ce qui s'applique à vous, qu'est-ce qui s'applique à votre enfant, de comprendre la différence aussi entre ces différents concepts. Donc, je vais vous parler ce soir de la procuration. Je vais vous parler du mandat de protection. Je vais aussi vous parler de la nouvelle mesure d'assistance. Aussi, je vais glisser un mot sur la représentation temporaire, puis je vais terminer avec la tutelle au majeur. Parce que honnêtement, c'est facile de s'y perdre, là. C'est plein de concepts, il y a plein de choses qu'on peut mélanger là-dedans, puis avec raison, OK? Puis il y a plein de mots, puis plein de choses, puis tout ça, ben ouais. Alors, à un moment donné, il faut pouvoir s'y retrouver. Donc, si on commence avec la procuration. La procuration, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour toute personne majeure qui est apte à donner son consentement. Puis ça, c'est important dès le départ de mettre la table pour ça. Puis ça sert à quoi une procuration? Ça sert à permettre immédiatement à une personne d'agir en notre nom. Donc, la personne, elle pourrait payer des factures pour nous, aller à la banque. Vous savez, on peut signer une procuration bancaire, quelqu'un qui pourrait aller dans notre compte de banque, vendre un meuble, un immeuble. Je donne un exemple, si je m'en vais en voyage, puis que pendant ce temps-là, ma maison était en train de se vendre, ben, je pourrais donner une procuration spécifique à quelqu'un pour que cette personne-là me représente. Je pourrais signer une procuration pour cette personne-là. On peut donner une procuration pour notre comptable pour envoyer des documents. Bon, vous voyez un peu le genre de... Donc, c'est un document qu'on fait pour que que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Donc, c'est ça. Donc, on part en voyage, une procuration bancaire, on ne peut pas être présent. Parce qu'en fait, le principe, c'est que quand on donne une procuration à quelqu'un, on est apte, on la donne, mais on peut aussi la retirer. Donc, je pourrais dire, non, je ne veux plus te donner ce pouvoir-là, je te le retire parce que je suis apte à retirer mon consentement, la procuration. Donc, ça, c'est la procuration. Ensuite, il existe le mandat de protection. Avant, on appelait ça un mandat en cas d'inaptitude. Donc, c'est pour qui? C'est pour toute personne majeure qui est apte, encore là, à donner son consentement. Fait que ça sert à quoi un mandat de protection? C'est pour nommer la personne ou les personnes qui vont prendre soin de nous si on devient inapte dans le futur. Tu sais, c'est en prévision de. Donc, là où les personnes qu'on va avoir désignées dans ce document-là vont exercer les pouvoirs qu'on leur a spécifiquement attribués dans le mandat. Donc, pour quelle situation? Bien, souvent, c'est quelque chose qu'on va faire souvent là, chez le notaire avec notre testament. On va faire aussi un mandat de protection. Donc, quand une personne qui a déjà été apte, elle a pu faire un mandat de protection, mais elle devient inapte. Elle a un coma, la démence, l'Alzheimer. Bien là, on dit qu'on peut homologuer son mandat de protection pour que les personnes puissent prendre soin d'elle. Donc, la personne nommée s'appelle un mandataire et la personne doit tenir compte des volontés, des préférences qui sont inscrites dans le mandat de protection. Puis, elles verront à gérer les biens
et aussi prendre soin de la personne. Fait que souvent, je donne l'exemple, vous savez, dans une voiture, on a une roue de secours. Ben là, c'est notre tête de secours si on ne peut plus agir. Donc, cette personne-là, elle va pouvoir veiller à faire des choses au niveau de nos biens, de la banque, de l'argent, les impôts. Elle va pouvoir signer un bail si on s'en va habiter dans une résidence. Elle va pouvoir s'occuper de nos choses. Elle va pouvoir aussi prendre des décisions au niveau de nos soins de santé. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Donc, le mandat de protection. Donc, moi, j'ai un mandat de protection. Mais j'espère que je l'ai fait, puis que je le laisse dans le tiroir, puis que jamais je vais m'en servir. Donc, c'est vraiment au cas où. Vous savez, c'est comme une assurance incendie. On l'a. En cas d'incendie, en cas de feu, on est content de l'avoir, mais on souhaite que le feu ne prenne pas, puis qu'on laisse ça dans le tiroir. Donc, ça, c'est pour le mandat de protection. Ensuite, je vais vous parler de la mesure d'assistance. C'est une nouveauté qui existe depuis 2022. Donc, avant, c'était pas quelque chose qui était possible. Fait que ça, c'est dans la foulée de certaines nouveautés là, qui sont arrivées en 2022. Donc, la mesure d'assistance, c'est pour qui? Ça dit que c'est pour toute personne majeure qui est aussi apte à donner son consentement, qui est capable d'exprimer ses volontés, mais qui a de la difficulté. Tu sais, c'est quelqu'un qui, c'est comme ça qu'on le décrit, quelqu'un qui a de la difficulté à comprendre, à expliquer ses besoins. Là, j'ai mis certains exemples. Peut-être quelqu'un qui a une perte d'autonomie, une déficience intellectuelle très légère, des problèmes de santé mentale, un nouvel arrivant pour son intégration qui ne parlerait pas, par exemple, français ou anglais, quelqu'un qui a une limitation visuelle, qui a de la difficulté à lire des documents ou une difficulté auditive, quelqu'un qui a de la difficulté à entendre ou parler au téléphone, motrice. Analphabétisation réelle ou fonctionnelle. Vous savez, lire des contrats, ça peut être ardu là, quand on a parfois un vocabulaire qui est plus, qui est plus, c'est ça, bon, difficile au niveau de l'éducation, des choses comme ça, ou une barrière linguistique. Donc, c'est vraiment pour permettre immédiatement à une personne qui vit avec une difficulté d'être assisté par un ou deux proches. Cette personne-là va l'aider à prendre des décisions, va l'aider pour la gestion de ses biens, peut l'aider pour ses soins, pour exercer ses droits. Donc, c'est important de comprendre que l'assistant ne peut pas prendre de décision à la place de la personne. L'assistant ne peut pas non plus signer de documents à la place de la personne qui est assistée. Puis la personne ne peut pas d'elle-même effectuer non plus des transactions bancaires. Donc, pour grosso modo, juste pour vous dire un peu comment ça fonctionne, la demande de reconnaissance de l'assistance est faite au curateur public. Il y a des entrevues avec la personne qui veut être assistée. Puis il y a une inscription aussi du nom de l'assistant au registre public des assistants. Puis c'est d'une durée de 3 ans. Puis la personne assistée pourrait y mettre fin en tout temps. Puis je veux dire aussi que cette mesure d'assistance, on peut aussi la faire devant notaire. Moi, j'en ai fait là, récemment. Ça s'est bien passé. Donc ensuite, je vais vous parler brièvement de la représentation temporaire. C'est que maintenant, il existe une procédure pour une personne majeure qui est inapte à donner son consentement, puis qui ne peut pas accomplir un acte précis. Fait qu'on pourrait faire une mesure de représentation temporaire pour quelque chose de précis. Donc, ça serait pour désigner une personne pour accomplir l'acte à la place de la personne majeure. Puis le représentant pourrait agir uniquement pour l'acte pour lequel la représentation temporaire est demandée. Puis la mesure temporaire prend fin quand l'acte est terminé. Fait que pour vous donner des exemples, ça pourrait être de représenter la personne inapte dans un procès qui durerait par exemple 2 mois, puis c'est juste pour ce 2 mois-là, pour signer un bail, pour vendre une maison. Si, souvent, c'est dans le cas d'une succession, emprunter de l'argent, hypothéquer un immeuble, renoncer à une succession. Vous savez, malheureusement, des fois, les gens décèdent sans testament. Puis là, il y a une succession qui est insolvable. Puis là, la personne ne comprend pas la teneur
d'un document ou tout ça, ben, on pourrait faire une représentation temporaire juste pour la renonciation à la succession, par exemple. Donc, quel choix faire pour le cadre légal? Je voulais faire un espèce de résumé. Ben, ce qu'on peut comprendre, c'est que si quelqu'un, une personne veut faire une procuration ou un mandat de protection, ben, il faut être apte. OK? Il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut savoir donner son consentement, il faut comprendre la teneur de ces documents-là. Il ne faut pas non plus être sous influence, vous savez, de quelqu'un. Il faut vraiment pouvoir prendre la décision. Ensuite, pour la mesure d'assistance, ben, il faut être apte, encore une fois, mais vivre avec une difficulté, comme je vous l'ai expliqué. Et pour la représentation temporaire, puis la tutelle au majeur, que j'ai gardé comme dessert, parce qu'on va en parler juste après, ben, vous aurez compris qu'il faut être en situation d'inaptitude. OK? Donc, il y a une autre possibilité aussi, c'est le statu quo. C'est ne rien faire. Se débrouiller. Les parents d'enfants à besoins particuliers sont très débrouillards, sont très, très bons pour naviguer avec plein de choses et d'être un peu dans le statu quo, puis des fois on est un peu dans les zones grises. Euh, Puis c'est une autre possibilité. OK? Donc, je vais vous parler maintenant de la tutelle au majeur. Donc, c'est pour qui la tutelle au majeur? Ben, c'est pour la personne majeure qui vit avec une inaptitude. Pourquoi je dis ça, la personne majeure? C'est que tantôt, on a vu il existe la tutelle aux mineurs, donc de 0 à 17 ans et l'âge des 18 ans. Puis à partir du 18 ans, ben là, c'est comme si on se retrouve dans un no man's land, là, si vous me passez l'expression, c'est où est-ce qu'on est là-dedans? Ben, c'est là où on peut aller vers la tutelle au majeur. Donc, c'est pour la personne majeure qui vit avec une inaptitude. C'est pour une personne qui n'est pas, qui n'a jamais été ou qui n'est plus en mesure d'exercer ses droits seule. C'est pour quelqu'un qui a besoin d'un représentant, d'une personne pour la représenter. Euh, la tutelle au majeur, on va aussi pouvoir la faire quand la personne majeure, elle n'avait pas fait de mandat de protection. Vous voyez, parce que si on n'a pas décidé dans un document, quand on était apte, qui on veut nommer pour prendre soin de nous, de nos biens, de nos soins de santé. Bien, si on devient Alzheimer, on devient inapte, bien, on va faire aussi une tutelle au majeur. Donc, c'est pourquoi on fait ça? C'est pour qu'une personne assure la protection de la personne inapte et ou la gestion de ses biens, puis l'exercice de ses droits civils. Donc, la tutelle, ça va consister à quoi? Bien, ça va aller selon les besoins de la personne qui est inapte, qui a besoin d'être représentée. Donc, la tutelle, ça peut porter sur la gestion de son patrimoine, l'exercice de ses droits à l'égard de ses biens. Donc, on appelle ça la tutelle aux biens. Puis la tutelle peut porter aussi sur la protection de la personne, son bien-être moral, sa représentation dans l'exercice de ses droits civils, la défense de ses droits. On appelle ça la tutelle à la personne. Puis on peut aussi faire une tutelle qui englobe les deux, donc les deux aspects, tutelle au bien et à la personne. Mais comme je vous dis, c'est possible aussi de séparer, de faire juste un ou l'autre ou de faire les deux. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Il y a des nouveautés, des belles nouveautés depuis 2022. Donc, désormais, le tribunal tient compte des forces de la personne inapte pour ajuster le rôle des tuteurs. Ça protège de plus en plus les droits de la personne qui est sous tutelle. Donc, le tribunal va adapter la tutelle en basant ses décisions sur les évaluations puis sur la situation de la personne. Donc, ça, c'est une belle nouveauté. Puis, autre très, très belle nouveauté depuis 2022, les deux parents peuvent maintenant être tuteurs à leur enfant majeur parce qu'avant 2022, c'était un ou l'autre.
Maintenant, c'est les deux. Donc là, vous pouvez me dire, oui, oui, c'est beau, mais pourquoi on ferait ça? C'est à quoi ça sert là, sur le plancher des vaches, là, pour vrai, puis dans le quotidien? Donc, c'est sûr que ça peut permettre, entre autres, aux tuteurs ou ses tuteurs d'accomplir officiellement ceci. Parce que peut-être que la personne le fait déjà, le fait de facto, le fait, bon, comme il peut et tout ça. Mais là, c'est officiel. On a un papier, on a quelque chose qui dit, oui, je suis tuteur. OK? Donc là, ça nous permet officiellement de parler au nom de la personne qui est sous tutelle. On peut demander des renseignements pour lui. Donc, parler au téléphone avec le gouvernement, le médecin, la pharmacie, l'école, les impôts, les prestations canadiennes dentaires, bon, voyez le tout ça. Signer pour lui. Ça, c'est un gros morceau, hein, parce que surtout quand on a un enfant devenu adulte qui ne peut pas signer ou qui ne comprend pas ou tout ça, bien là, on peut officiellement signer pour lui ou pour elle. Ensuite, bien, comme je disais, être légitimement reconnu face aux instances gouvernementales, comptables, les compagnies, médecins, pharmacies, écoles, milieux de vie, etc. Ça permet d'éviter d'être dans les zones grises, parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, de veiller à son bien-être, à la défense de ses droits. Toute la question monétaire aussi, gérer le budget, les avoirs, tu sais, aller à la caisse, à la banque, le NIP, la carte, le ci, le ça, bon, vous voyez. Ensuite, consentir au niveau des soins ou les refuser si la personne est inapte à y consentir. Donc, toute la question au niveau à l'hôpital, tu sais, les soins puis tout ça. Euh, Puis là, j'ai dit, puis de gérer, puis être là dans toutes les autres sortes de situations, parce que les parents qui ont des enfants à besoins particuliers, ils vivent toutes sortes de choses, des fois qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est sûr qu'il arriverait quelque chose, ben, c'est sûr que d'avoir la tutelle, ça met une autre certitude que la personne qui est devant nous, c'est bien la personne qui représente cette personne-là qu'on veut protéger. Donc, ça vous permet d'être le vrai porte-parole de votre proche qui est majeur, de le protéger, puis en formant cette espèce de cadre de protection autour de lui. Fait que je vous ai mis une référence là, pour plus d'informations parce que je pourrais parler de ça pendant 3 heures, mais on fait ça un peu court ce soir, c'est correct. Par exemple, toute la modulation de la tutelle, tous les éléments, puis tout ça, là, si vous voulez creuser un petit peu plus parce que c'est bien intéressant, j'ai toutes les informations que je peux vous partager. Donc, là, c'est bien beau, mais tu sais, on se dit, OK, si on fait la tutelle au majeur, le tuteur, il doit faire quoi? C'est quoi son rôle? Donc, ça dit que le tuteur se doit à l'égard de la personne qui représente, d'abord de le faire participer aux décisions à prendre, de tenir compte de ses volontés, de ses préférences, de l'informer dans la mesure du possible, quand c'est possible, de l'informer de ses démarches, des décisions prises à son sujet. Le tuteur doit aussi tenir un inventaire de ses biens, donc d'avoir une espèce de, tu sais, de comptabilité, de faire une bonne gestion et de produire une fois par année un compte annuel de gestion qui va remettre au conseil de tutelle puis au curateur public. Je vais vous parler du conseil de tutelle juste après. Donc, c'est ce que le tuteur doit faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de cas de figure. Des fois, il y a des situations qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est sûr que s'il y a une situation où la personne a beaucoup, beaucoup de choses à gérer, a hérité en pleine propriété, c'est une personne qui fait de la télévision, là, des fois, il y a d'autres choses qui se rajoutent un petit peu dans le rôle du tuteur. Fait que c'est du cas par cas. Ici, c'est pas. Vous comprenez qu'on il faut que je fasse général parce que pour que ça puisse s'appliquer à tout le monde. Mais il y a des cas où il y a des petites choses un petit peu plus particulières qui s'appliquent quand c'est nécessaire. Donc, le conseil de tutelle, qu'est-ce que c'est? En fait, pour résumer ça, c'est que quand on fait une tutelle au Québec, on doit faire aussi un conseil de tutelle. Ça veut dire que le tuteur ou les tuteurs ne sont pas seuls dans ça. Il y a aussi un conseil de tutelle qui est formé de 3 personnes, puis de remplaçants qui sont souvent dans l'entourage. Là, 3 personnes, c'est l'idéal,
Dans certains cas, on peut demander, de réduire le nombre de personnes dans le conseil de tutelle si on a des familles très, très petites, des contacts restreints. Donc, c'est du cas par cas, mais de façon générale, ça va être 3 personnes. Le rôle du conseil de tutelle, c'est d'agir dans l'intérêt, le respect des droits, pour la sauvegarde de l'autonomie de la personne, en tenant compte de ses volontés, ses préférences. Puis, c'est de surveiller la gestion du patrimoine de la personne représentée qui est faite par le tuteur. Donc, les revenus, les dépenses, les placements. Donc, toujours s'assurer que le tuteur agit dans l'intérêt de la personne représentée, qui prend des décisions qui tiennent compte de ses volontés, ses préférences. Puis de s'assurer que le tuteur veille à son bien-être aussi, puis qu'il entreprend des actions pour défendre ses droits s'il y a lieu. Donc, le conseil de tutelle, c'est en soutien finalement au tuteur. Puis, dans certains cas plus rares, l'autorisation du conseil de tutelle va être requise quand il y a des transactions plus importantes qui sont en jeu ou dans des situations qui sortent de l'ordinaire, mais c'est plutôt rare. OK? Souvent, c'est grosso modo une fois par année. Si dans le cas de l'adulte là, qui est représenté, tout ce que cette personne-là reçoit, c'est des prestations de solidarité sociale ou de revenus de base et qu'il a peut-être à côté son REEI, on s'entend qu'on va faire une gestion très, très simple. Puis ça va être peut-être tel que tel, puis ça va se reproduire les années après. Fait que si c'est ça, si c'est comme ça, si c'est ça le topo, c- moi, je suis d'avis que il faut que ce soit au plus simple, puis que ce soit pas compliqué là, le plus possible. Si on a beaucoup de choses à gérer, là, il y a des exceptions. Il y a aussi une personne parmi le conseil de tutelle qui est nommée secrétaire du conseil de tutelle. Ça va être un peu la personne qui va garder les papiers, les choses au niveau des réunions, puis tout ça. Le secrétaire d'un conseil de tutelle, il est nommé au moment de l'ouverture de la tutelle. Donc, c'est ça, il veille à la rédaction, la conservation des comptes rendus des réunions, puis les documents de la tutelle également. Donc, la démarche pour l'ouverture d'une tutelle, je vous fais un résumé très, très simple là, parce que c'est juste pour vous donner une idée. C'est quand même une démarche ok, qui s'échelonne souvent sur plusieurs mois parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Donc, comment est-ce qu'on commence là, les démarches pour une tutelle? Donc, on peut faire la démarche devant un notaire, on peut faire la démarche devant un avocat. Et on peut le faire aussi avec l'aide juridique. Parce que ce qui arrive, c'est que à partir de 18 ans, le nouvel adulte, la personne qui est majeure, ben, si elle reçoit des prestations gouvernementales, qu'elle est à faible revenu, elle pourrait avoir droit à l'aide juridique. Donc, c'est plus le salaire ou les avoirs des parents qui sont pris en considération, c'est ceux de l'enfant. Euh, donc, la démarche, grosso modo, c'est qu'au début, on recueille les informations. Je vous fais penser que ça prend une preuve de naissance. Donc, ça prend le certificat de naissance. Je vous dis ça, si vous l'avez dans vos papiers, parfait. Des fois, hop, on a perdu la trace de ça. Ben, il faut faire commander là, l'original du certificat de naissance au directeur de l'État civil. Ensuite, il y a certains documents qu'il faut signer. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a des évaluations qui sont à obtenir quand on fait la démarche. Donc, il y a une première évaluation, c'est l'évaluation médicale qui est faite par un médecin. Puis, il y a une évaluation psychosociale qui est faite par une travailleuse sociale. Ce sont des formulaires déjà préétablis. Ce sont les formulaires du curateur public. Et donc, ça, il faut un peu user de stratégie. Est-ce qu'on a un médecin? Est-ce qu'on a un médecin de famille? Est-ce qu'on commence la démarche, puis notre enfant a 17 ans? Puis là, il y a encore son pédiatre. Donc, vous voyez, il y a tout ça à prendre en considération. Ensuite, pour l'évaluation psychosociale qui est faite par une travailleuse sociale, mais là, il faut voir, est-ce qu'on va au public? Est-ce qu'on se met sur une liste d'attente au public? Est-ce qu'on communique avec notre travailleuse sociale? D'abord, est-ce qu'on a une travailleuse sociale? Donc, il existe l'option au public ou sinon d'engager une travailleuse sociale au privé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains documents
qui vont être envoyés aussi à certaines personnes dans la famille. Ensuite, le notaire ou l'avocat au dossier, on va, ou le greffier, selon la procédure qu'on prend, on va rencontrer la personne, le nouveau majeur à protéger. Ensuite, on va faire une assemblée de parents, d'alliés et d'amis. Ça, c'est notre réunion de famille, là, si vous voulez, avec les personnes qui sont impliquées, grand-papa, grand-maman, les mononcles, les matantes, les amis, puis tout ça, pour décider ensemble qui vont être les personnes qui vont former le conseil de tutelle. Ensuite, on va préparer les documents pour le dépôt à la cour. Donc, ça, c'est le... Mon Dieu, quelqu'un écrit dans mon PowerPoint. Je ne savais pas que c'était possible. Euh, voilà. Donc, on prend des notes, c'est bien. Ensuite, une fois que les documents sont déposés, on va obtenir un jugement officiel qui va énoncer que la tutelle est bel et bien ouverte avec les personnes nommées. Euh, Moi, quand je fais la démarche avec les parents, les proches aidants, je fais des explications à la fin, puis moi, je propose un cartable pour que tous les documents soient à la même place. Donc, peu importe, là, moi, j'aime beaucoup le cartable, mais une fiche ou quelque chose que tout soit colligé à la même place. Puis, moi, je donne les premiers documents de départ. Puis après ça, la première année, je le sais, c'est là où il faut faire beaucoup de choses, puis on met les choses en place. Mais une fois que c'est fait, on prend un certain rythme de croisière, tout est à la même place. Puis aussi, si jamais il y a du changement, c'est-à-dire que si jamais les tuteurs vieillissent ou malheureusement décèdent ou quoi que ce soit, bien, de savoir que tout est dans le même cartable puis à la même place, c'est bon. Il y a des gens qui sont plus fichiers Excel, informatique, il n'y a pas de problème. Moi, je suis assez techno aussi, j'aime ça. Donc, papier, fichier, peu importe, c'est de trouver la manière de colliger les informations, que ça soit simple, que ça soit rapide, que ça soit facile pour les années à venir. Là, moi, c'est ce que je souhaite. Parce que vous avez beaucoup d'autres choses à faire et à gérer, n'est-ce pas? Conseil, donc comme je disais, faire un cartable et il existe des ressources pour tout ça. C'est les outils, les formulaires à l'usage du tuteur, du conseil de tutelle qui sont sur le site du curateur public. Je vous ai mis le lien. Et quand il y a une tutelle au majeur qui est mise en place, il y a un agent du curateur public qui est attitré. Donc, il y a quelqu'un à qui vous pouvez parler si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain la première année et tout ça. Donc, après ça, les gens ne sont pas laissés seuls. Vous pouvez toujours recommuniquer aussi avec le notaire ou l'avocat qui vous a aidé pour faire les choses de bonne façon. Donc, en terminant, ben, moi, je pense qu'il y a toujours les éléments à prendre en considération pour chaque situation. Chaque famille est unique. Il y a donc, les enjeux légaux sont différents d'une famille à l'autre. La situation particulière de chacun. Les défis que vous vivez aussi comme parent, comme proche aidant, ce ne sont pas les mêmes défis quand vous êtes un parent d'un jeune enfant, quand vous êtes les parents d'un enfant qui transige vers la majorité, quand vous êtes un parent où vous-même, tranquillement, vous vieillissez, vous voyez votre enfant qui vieillit aussi. C'est une autre dynamique. Il y a tout aussi la question du patrimoine géré. Est-ce que la personne possède très peu de sous, juste sur ces petites choses, ou elle est susceptible peut-être d'hériter, d'avoir un patrimoine plus grand? Ensuite, il y a tout l'aspect de la dynamique familiale, de l'entourage. Est-ce qu'on est une famille tissée serrée, une grande famille? Est-ce qu'on a d'autres frères et sœurs, la fratrie, qui est impliquée? Ou est-ce qu'on a une petite famille restreinte? On a peut-être notre famille qui est éloignée, des fois dans un autre pays, des fois. Donc, tout ça, ça va jouer aussi. Ensuite, est-ce que la personne reçoit des programmes gouvernementaux? Est-ce qu'elle reçoit des prestations peu importe que ce soit pour de l'invalidité, des contraintes sévères à l'emploi. Donc, quelle est la situation à ce niveau-là? Ensuite, est-ce qu'on a des inquiétudes? Des inquiétudes de fraude, des inquiétudes d'abus? Est-ce qu'on a des inquiétudes que notre enfant devenu majeur va aller
signer une caution pour une voiture ou des cartes de crédit ou va se faire enfiroiper dans un time-sharing ou je ne sais quoi. Puis là, ben, si on n'a pas rien, on ne pourra pas annuler ces actes-là qui ont été faits. Est-ce qu'il y a des personnes malheureusement malveillantes autour de la personne qui pourraient lui soutirer de l'argent? Donc, c'est malheureux, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Ensuite, les besoins de protection. Est-ce qu'on a besoin de protéger pour la personne, juste sa personne, ses soins ou juste ses biens, juste son argent, ces choses-là, ou les deux? Puis, un autre élément à prendre en considération, c'est le lieu d'habitation. Parce que c'est différent quand les parents ont leur enfant à la maison encore. Mais là, quand on sort du milieu familial, est-ce qu'on est en ressources, en RI? Est-ce qu'on est en hébergement, en appartement supervisé? Est-ce qu'on est à la maison Véro-Louis? Où est-ce qu'on est situé? Puis, quels sont les enjeux? Quelles sont les embûches qu'on rencontre? Donc, ça aussi, c'est à tenir en considération. Donc, je pense qu'il s'agit vraiment d'y aller une étape à la fois. Je pense qu'il ne faut pas voir tout non plus comme une montagne tout d'un coup. Moi, je dis toujours il y a un temps pour chaque chose. Puis, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous asseoir avec quelqu'un, puis à regarder le processus, à voir ce qu'il y en est. Puis, une fois que le processus est enclenché, ben, on y va, on prend une étape à la fois, puis on voit ce qu'il y a de mieux pour la personne qu'on aime, puis qu'on veut protéger. Donc, voilà. Merci beaucoup, Joanie.